Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. J'ai rarement croisé un duo d'associés aussi complémentaires et complices que Mona et Daphné. Elles sont les cofondatrices de la marque Risap Paris. Elles ont 26 et 29 ans et sont toutes les deux ingénieures de formation. Mais elles ont finalement décidé d'aller à contresens. Elles ont récemment participé à l'émission Qui veut être mon associé et elles ont levé 100 000 € auprès de 3 associés pour 21% de leur capital. Risap Paris est une marque d'upcycling, des vêtements de seconde main transformés pour être mis au goût du jour. Leur volonté, démocratiser l'upcycling et faire connaître le concept au plus grand nombre. Daphné et Mona se sont rencontrées en école d'ingénieur et ça a été le coup de cœur amical. Les mêmes opinions, les mêmes centres d'intérêt, des valeurs communes et le même humour. Peu de temps après l'obtention de leur diplôme, elles créent Risap Paris et elles lancent le projet en 2020. Mais ça ne tenait qu'à un fil et surtout à un bon timing. Ce n'est pas la passion pour la mode qui les a menées à lancer un tel projet, c'est le problème. Il y a trop de vêtements. Les dessous de l'industrie de la mode et la surconsommation de vêtements. C'est en découvrant l'envers du décor que c'est devenu pour elles leur mission à travers ce projet. Elles avaient un besoin intrinsèque, entreprendre avec du sens. Durant cet échange, vous découvrirez l'histoire de leur rencontre, la genèse de ce projet, comment elles sont allées au bout du projet sans avoir le soutien de leurs proches, les clés pour trouver le bon associé et pour gérer une boîte à deux, comment elles préservent au quotidien leurs relations, si finalement avoir un associé est un facteur clé de réussite d'un projet, les choix business qu'elles ont faits pour développer intelligemment leur société et pourquoi elles ont décidé de participer à l'émission Qui veut être mon associé au-delà de leur volonté de lever des fonds. D'ailleurs, cette participation à l'émission n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour vous dévoiler une partie de l'histoire, elles n'ont eu que 48 heures pour préparer leur passage dans l'émission, c'est-à-dire le pitch, la scénographie et tout le reste. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Daphné, salut Mona. Salut Sandra. Hello. Comment ça va les filles ? Très bien, en pleine forme. On commence lundi avec une belle énergie. Yes, nouvelle semaine, nouveau challenge. Let's go. Let's go, c'est clair. J'espère que vous avez la pêche avec tout ce qui se passe dans votre vie. Mais bien évidemment, on va en parler tout à l'heure. Les filles, pour celles qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots ? Yes, du coup, moi, c'est Daphné. Donc, je suis la cofondatrice de la marque Risap Paris que j'ai montée avec Mona, juste à côté de moi. Yes, enchantée. Du coup, moi, c'est Mona, j'ai 26 ans. On a lancé Risap en 2020 pendant le confinement et on s'est rencontrés toutes les deux en école d'ingénieur il y a maintenant plus de 7 ans, je crois. Ça fait longtemps. Ah ouais. Alors, j'ai suivi évidemment un petit peu votre histoire puisque je vous ai regardé, comme je vous disais, en direct. Non, c'est pas en direct, mais le jour du passage de l'émission, mais vous allez tout nous expliquer. Donc, j'ai un petit peu vu votre rencontre, votre parcours, etc. Mais du coup, on va quand même s'y attarder. Vous allez nous l'expliquer avec vos mots, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes rencontrés, etc. Et là, par contre, je comprends que vous avez 26 ans, mais vous êtes hyper jeune en fait. Ouais, alors je triche, moi j'en ai 29 ans. Ouais, bon, mon âge, moi je dis juste que je suis Daphné et que j'ai monté une boîte. Bon, ça reste super jeune quand même, 29, 26, waouh, quel parcours. En tout cas, les filles, revenons quelques années en arrière. Du coup, tu me dis, il y a 7 ans, vous vous êtes rencontrées il y a 7 ans. Alors, expliquez-moi un petit peu, vous faisiez quoi ? Donc, une école d'ingé, si je comprends bien, et comment vous êtes rencontrées ? Alors du coup, avec Mona, on s'est rencontrés à l'école. Donc on a fait une école d'ingénieurs généralistes à Nancy qui s'appelle le NSGSI. C'est une école spécialisée, on va dire, dans l'innovation et la gestion de projet. Donc on n'était pas dans les mêmes promos. Donc j'étais dans une promo juste au-dessus de Mona
donc promo 2018. Ah, je sais même plus ma promo, ça fait tellement longtemps. 2018. Et voilà, en fait, c'était une petite école, donc toute l'école se connaissait plus ou moins. On faisait les soirées ensemble, on faisait les assos ensemble, et en fait, on a fait une asso ensemble avec Mona, c'était l'organisation du gala de la promo 2016, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé un peu à un, travailler ensemble, et deux, à se lier d'amitié. C'est beau. Et du coup, ça a été quoi, un vrai coup de cœur rapide, un coup de cœur amical? Ouais, complètement. Complètement, on s'est retrouvés sur plein de trucs, autant sur je dirais les émissions qu'on regardait, les trucs qui nous révoltaient, les trucs qui nous faisaient rire. Enfin, vraiment, on s'est retrouvés sur plein de choses comme ça, et de fil en aiguille, on commençait à parler de tout et de n'importe quoi, et puis voilà. Je pense qu'on s'est beaucoup réunis autour déjà des valeurs. On avait des valeurs communes autour du partage, vraiment centré sur l'humain, la bienveillance, et aussi autour de l'humour. Je pense que c'est le deuxième truc qui nous a liés, c'est qu'on avait vraiment le même humour, et du coup, quand un peu personne nous comprenait autour, nous on se regardait, et d'un regard on pouvait éclater de rire, tu vois. Et c'est ça qui nous a vraiment liés. Et très vite, on a commencé à parler ensemble d'entrepreneuriat et à sentir en fait un décalage par rapport aux autres qui parlaient en fait eux de leur vie future dans le consulting, dans des grosses boîtes et tout. Et très vite, nous deux, on avait cette discussion, on se disait en fait, on a envie d'avoir un taf où il y a du sens et où on peut vraiment faire passer des messages et servir à quelque chose, quoi. Et alors, vous êtes quand même allé au bout de vos études? Vous avez été diplômé? Vous avez trouvé un job? Ou comment ça s'est passé concrètement? On est allé au bout de nos études. Du coup, moi, j'ai terminé 2018, le cycle ingénieur. J'ai eu mon diplôme. J'ai commencé à bosser en transformation digitale en banque. Ensuite, après ça, donc quand même avec Mona, on a des années de décalage. Mona fait une année de césure, et moi j'ai quitté mon job et on est parti en voyage ensemble. Et après, quand on est revenu, de voyage, moi j'ai continué à chercher un travail, et Mona est retournée à l'école. Et après ça, donc elle a fait son stage chez Louis Vuitton, si je ne me trompe pas. Ouais. Et pendant ce stage-là, on a monté Rissap. Ouais. Et ça a été aussi une période de déclic, parce pendant le voyage, on s'est beaucoup questionné, on a beaucoup discuté. C'était un long voyage de 6 mois, donc c'était vachement introspectif, on va dire. Et quand on est revenu et que Daphné a commencé à chercher un travail, il y a eu vraiment ce phénomène, je pense, d'auto-sabotage qui s'est passé, où Daphné cherchait un taf, mais au final, elle faisait un peu tout dans ses entretiens pour pas vraiment être pour les foirer. Non, mais en fait, je pense pendant le voyage avec Mona, on avait vraiment beaucoup parlé d'entrepreneuriat. On avait déjà, même avant Rissap, on avait déjà eu l'idée de monter une boîte qui s'appelait Toussap. C'était très drôle, personne connaît cette histoire, mais on a essayé de monter une boîte qui s'appelait Toussap, et c'est le concept un peu, je sais pas si tu connais des plateformes style Foam ou Place to Swap. C'était vraiment créer une boucle de seconde main au sein des marques. Donc on avait déjà cette petite idée, on avait déjà conscience de tous les enjeux de l'industrie de la mode, du vêtement, etc. Et donc on avait déjà envie déjà de faire quelque chose. Donc on avait pensé à ça pendant le voyage, etc., etc. On rentre de voyage et on se dit bon, vas-y, on va se mettre à fond vraiment sur un projet. Patati patata. Puis moi à côté, je dis oui, mais il faut quand même que je trouve un travail à côté pour vivre, tout simplement, parce qu'à un moment donné, faut manger. Et donc je passais tout un tas d'entretiens, et puis à la fin des entretiens, je sortais toujours une petite phrase du style ah mais vous travaillez avec telle industrie, mais ça pollue, et moi ça m'embête en fait. Et puis elle me disait oui, ben vous êtes sympa mademoiselle, mais au revoir. Et, plein de petits trucs comme ça. Sauf qu'à un moment donné, c'était du coup vraiment fin 2019, donc décembre 2019, là où j'étais vraiment retrouvée faut vraiment que je trouve un taf, quoi, parce que sinon ça va être compliqué pour la suite. Et j'avais passé des entretiens dans une boîte où j'avais été recommandée par des amis, et dans ma tête, c'était sûr que j'allais l'avoir. Et du coup, j'en discute avec Mona, qui me dit oui, Daphné, bon, elle me connaît quand même, elle sait que bon, moi, je raconte toujours tout un tas de trucs. Et au final, bon, voilà. Et donc, je lui dis, oui, donc là, c'est bon et tout. Elle me dit, mais Daphné, si tu rates cet entretien-là, on arrête un peu de se voiler la face et on lance quelque chose ensemble. Je lui dis, oui, t'inquiète. Moi, persuadée d'avoir mon entretien, et puis c'est bon, quoi. Et je passe ces entretiens, ça se passe super bien.
la manager me rappelle quelques jours plus tard, je sais plus exactement, peut-être une semaine après, et elle me dit oui, t'as un super profil, mais en fait on n'a pas de mission pour toi. Ah d'accord. Et moi j'ai fait exactement ça. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Et je me suis dit je vais lancer une boîte avec Mona, et c'est un peu comme ça où ça a commencé vraiment. Je me suis dit bon bah on va vraiment lancer un projet. Après on s'est retrouvés au Nouvel An, et après je vais te raconter la suite, Mona. Ouais, pour nous, moi, je l'avais vraiment dit, là, si tu loupes ça, on fait vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Vraiment, on y va, on se lance pour de vrai, quoi. On arrête de tâtonner, de faire des trucs, en off, etc. On lance vraiment au grand jour. Et puis, elle a loupé l'entretien. J'ai dit, bon, bah là, il y a pas moyen, on lance. Je me souviens très bien parce que ce qu'on a fait directement pour s'engager, c'est juste après, on a acheté le domaine, on a acheté Oui, le site le nom de internet. domaine. Ouais, le site internet. Et on s'est dit, là, on dépense de l'argent. Tu sais, ça coûte genre, je sais plus, genre 200 ou 300 euros d'acheter le site. On a dit, là, on dépense de l'argent. Tu sais, 300 euros, pour nous, c'était beaucoup, Bien dans sûr. l'époque. Ouais, de déposer la marque, tu veux Ouais. dire. Et du coup, on se dit, on met 300 euros. Ok, ça veut dire que là, on a mis de l'argent, on est obligé de faire un truc derrière. Donc, c'était vraiment l'engagement Je connais financier, ça. Ah, moi, voilà. je pense que si on n'avait pas acheté le site internet, on On serait n'aurait resté dans pas. le Enfin, flou, ouais. on serait resté un peu. Ouais, on fait ça, mais on fait pas vraiment ça, etc. Mais là, ça nous a Engagé. vraiment engagés. On était bon, vas-y, là, on fait vraiment quelque chose. Et puis, on a commencé à bosser sur le projet. On a commencé. Et au début, le projet, c'était pas du tout le RISAP de maintenant. C'était vraiment une idée. On s'est dit, bah, il y a trop de vêtements. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, nous, on s'est dit, bah, déjà, on va travailler sur la seconde main. Et c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, qu'on en est arrivé à le RISAP d'aujourd'hui, quoi. Mais rien n'a été construit directement, j'ai envie de dire. Et j'allais juste dire, c'est génial que vous parlez de cette fameuse première étape par laquelle tout entrepreneur passe, et elle est tellement concrète. C'est vrai que c'est l'étape, en fait, c'est vraiment la première étape. On dépose la marque, on paye ces fameux 300 €, on se dit: «Waouh!» On attend le papier qui arrive par courrier dans la boîte aux lettres, et là, quand on a le papier, c'est vraiment, c'est un grand moment, quoi. On sait qu'on est en train de commencer quelque chose. Donc je trouve ça chouette que vous en parliez parce que j'ai reçu des tonnes d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise à mon micro, et c'est la première fois que quelqu'un l'évoque. Donc je trouve ça cool. Donc merci de nous partager tous les détails, les coulisses. Avec plaisir. Donc j'ai une question quand même. Pourquoi cette idée? Pourquoi ce projet? Alors bon, pourquoi? Oui, bien sûr, clairement, le réchauffement climatique et cetera, il faut sauver la planète. Là-dessus, on est toutes et tous d'accord. Mais pourquoi cette idée? Est-ce qu'à la base, vous êtes des, grandes fans de mode? Est-ce qu'il y a un lien du coup avec ça? Ou est-ce que c'est vraiment dans l'idée de, comment dire? De comme vous disiez, entreprendre avec du sens et «servir» entre guillemets à quelque chose, pour notre planète, pour ce monde? Bah, c'est vraiment, et là je pense qu'avec Mona on est raccord là-dessus, c'est entreprendre avec du sens et vraiment faire de notre quotidien quelque chose de sensé et qui a un impact pour l'environnement qui nous entoure de manière directe ou indirecte. Nous, l'idée, elle est vraiment née de l'éveil de nos consciences, en fait. On a d'abord, au fur et à mesure, le fait de regarder des émissions, écouter des podcasts, regarder les news à la télé, des trucs comme ça, et voir comment ça se passait, notamment dans l'industrie de la mode, ça nous a poussé à l'action. Et c'est, moi, je parle du coup pour moi, je ne suis pas une passionnée de mode comme j'ai pu en croiser pendant notre aventure chez Rissa, pour vraiment, on a vraiment croisé plein de passionnés de mode. Moi, je suis vraiment plus passionnée de la question autour du vêtement. C'est-à-dire que on porte tous des vêtements, c'est quelque chose qui nous relie tous, mais on se pose pas la question de comment est fait ce vêtement et qui fait ce vêtement et pourquoi ce vêtement coûte si peu ou autant, etc. Et moi, c'est vraiment le fait de savoir que la plupart de nos vêtements aujourd'hui étaient faits dans des conditions vraiment dégueulasses, hein, désolé du terme. C'est ça, moi, qui Bien m'a sûr. poussé à l'action. Et je pense que c'est là-dessus aussi avec Mona où on se retrouve. Et c'est vraiment quelque chose où moi, je pouvais pas. Je pouvais plus me dire. Et pourtant, je suis vraiment quelqu'un qui, j'achetais mes vêtements vraiment pas chers, donc là-dessus, il y a aucun doute sur la manière dont ils étaient faits, ils étaient mal faits. Et vraiment, pour moi, j'ai toujours vécu comme ça. J'allais chez H&M, j'allais acheter des vêtements chez Primark, des trucs comme ça. J'avais pas de souci avec ça. Mais c'est en me renseignant, en découvrant vraiment tout l'envers du décor, tout ce qui se cachait derrière le vêtement, qui me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un gros problème. Et si même moi, qui éduque ma conscience sur ça, je suis en train d'éduquer ma conscience sur ça, je fais pas quelque chose, mais personne, enfin entre guillemets, personne, hein, mais en tout cas, les gens qui me ressemblent ne feront rien non plus, quoi.
Bien sûr, mais c'est hyper important et c'est génial qu'il y ait des entrepreneuses, entrepreneurs comme vous. C'est hyper important parce qu'en plus de ça, vous éduquez en fait, vos prospects, vos clientes et cetera donc c'est chouette. On a vraiment besoin de ça, on a vraiment besoin de se bouger les fesses, à ce niveau-là. C'est ultra important et hyper urgent, pardon. Durant le passage télé, vous expliquez à un moment donné, et j'ai bien aimé ce passage, que quand vous avez annoncé à vos familles que vous vous lanciez, je sais plus laquelle d'entre vous dit ça, mais quand vous annoncez à vos familles que vous vous lanciez dans ce projet, bah, elles sont un peu surprises. Je pense que c'est un mélange de peur et de ouh là, mais dans quoi est-ce que tu te lances? Du coup, comment vous avez fait pour gérer ça? Parce que je le sais, en tant qu'entrepreneuse, c'est dur quand la famille nous comprend pas, en fait, comprend pas un petit peu le délire dans lequel on est et on avance et en plus on y croit tellement dans ce projet dans lequel on se lance. Comment vous avez fait du coup pour dépasser, entre guillemets, le jugement, la peur de votre entourage, le regard des autres? Bah, moi, j'ai eu, de mon côté, j'ai eu plutôt de la chance parce que mes parents m'ont toujours soutenue et m'ont encouragée dans cette démarche, sachant que mon grand frère était déjà entrepreneur. Du coup, c'est passé plus facilement. Ça a été plus moi du côté des amis où ça a été plus compliqué parce que c'est vrai que les premiers mois on l'a un peu caché et on n'en a même pas parlé à nos potes. C'était un peu notre petit secret, donc personne ne savait. Je crois qu'on s'est fait démasquer à un moment parce que avec l'algorithme Insta, quand nous deux on suit, voilà, on suivait le compte Rissap et en fait ça mettait dans les recommandations de nos amis et les gens ils ont dit mais c'est quoi ce compte qui est suivi par Daphné et Mona et Ah! tout. Mais au début on était un peu, on voulait dire à personne, on n'était pas trop sûr de nous, etc. Et c'est assez compliqué de passer de bah, je suis une étudiante lambda à entrepreneur et je prends un peu un nouveau rôle et tout le monde est en mode bah enfin, en fait c'est pas du tout naturel, les gens sont assez surpris, ils disent mais pourquoi tu veux faire ça, c'est quoi le concept et ils sont assez enfin ils projettent beaucoup leur peur sur nous Bien et sûr. ils sont pas du tout enfin il y a eu très peu de gens au tout début qui étaient hyper enthousiastes et qui nous ont dit ah trop bien, etc. C'était plus en mode pourquoi vous faites ça, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes, beaucoup de ah mais ça va pas marcher, mais voilà, je crois qu'il y a vraiment personne qui croyait en nous au début. Enfin, très peu de C'est personnes qui horrible. croyaient en nous au Ouais, début. il y en avait quelques-uns. Il y en a quelques-uns, nos amis très proches. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart, ils étaient plutôt inquiets de manière générale. Ouais. Ouais, puis c'était plus ouais Daphné et Mouna et elles font leur délire et puis voilà quoi. Genre, on calcule pas quoi. Et ils ont commencé franchement ça a mis enfin un peu de temps. Enfin en fait il faut avoir les premières Faut prouver. réussites enfin les premières réussites qui sont visibles, enfin des collabs trucs comme ça avec des Mm. grands noms pour que les gens disent ah c'est bien ce que vous faites, ah c'est Ouais, cool ce que c'est vous vrai. faites et tout. Mais après pour ta famille c'était différent peut-être. Ouais, bah moi ma mère elle était. Après on vient pas. Je pense aussi il y a une question d'origine sociale. Moi enfin mes parents sont enfin ils viennent, ils sont immigrés en France, ils sont des ouvriers, etc. Donc, du coup déjà d'avoir une fille qui a un diplôme d'ingénieur, ça c'est déjà une très belle réussite pour eux. Donc logiquement Carrément. t'as ton diplôme, ma belle, tu vas bosser en tant Ouais qu'ingénieur. et tu trouves le super CDI, s'il te plaît. Exactement. Pour eux, il y avait pas. Et c'est à ce moment-là où je pense que vraiment il y a eu un, en tout cas, une non-compréhension de leur côté, une incompréhension et beaucoup de peur. Ils disaient mais en fait tu travailles pas en soi, donc t'as pas de revenus et en fait le revenu c'est la Ouais. stabilité. Et eux, ils ont vraiment peur de cette instabilité-là. Parce que eux, du fait de venir en France, etc., c'est vraiment venir chercher la stabilité pour eux, pour leurs enfants, etc. Et moi, vraiment, j'allais à contresens complet et dans une instabilité complète en allant chercher un métier, certes, qui me fait vibrer, etc., mais qui m'apporte pas à l'instant T une certaine stabilité que ce soit financière ou de projection quoi. Et je pense que ça fait peur énormément, a beaucoup fait peur énormément à ma maman au début et comme disait Mona tout à l'heure et c'est vraiment le fait de regarde on fait une collab avec Levi's, regarde maman nos produits sont Galeries Lafayette, regarde on écrit un livre avec la Larousse. Là toutes ces petites victoires l'ont rassuré, ont rassuré mes proches, ils se sont dit ah bah c'est bien et tout c'est peut-être pas un truc complètement lunaire ce que vous êtes en train de construire les filles, etc. Et moi en tout cas je pense que ma famille, mes frères et sœurs, etc. m'ont toujours soutenu, mais ils avaient vraiment énormément peur. Et c'est vraiment cette peur-là qui a pu, en tout cas moi au début je l'ai pris comme peut-être ne fais pas ça, arrête tout de suite à ce Bien niveau-là. sûr. Mais et c'est vrai que c'est vraiment les petites victoires, mais même là, le fait qu'on soit passé dans l'émission qui va être mon associé, c'était la folie pour tout le monde. Tout le monde autour de nous, ils étaient trop fiers et
Et on a reçu des messages d'amis, ils étaient en pleurs. Et ça, c'est fou, énorme. quoi. C'est complètement fou. On était choqués. On était choqués, vraiment. Moi, je me suis dit, attends, mais ah ouais, je pensais pas que c'était aussi fort pour eux, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ces petites victoires-là qui rassurent l'entourage et qui nous rassurent nous aussi, hein, les premières d'ailleurs. Ouais. On se dit, on est sur le bon chemin, quoi. Bah, bien sûr. Et c'est vrai que le passage dans l'émission Qui veut être mon associé, ben, je l'imagine bien vos proches. En fait, ils ont pris la pleine mesure de ce que vous étiez en train de créer, de ce que ça représentait pour vous, de ce que cette aventure, c'est pas juste une aventure, wouhou, on s'éclate. Non, non, c'est un vrai truc, quoi. C'est un vrai business, un vrai projet, c'est votre boîte. Et c'est énorme. Et je pense que c'est vrai, quand on passe dans une telle émission, on s'en rend compte, surtout que le pitch était, hyper clair. C'était waouh. Enfin, vraiment, je comprends du coup ce qu'ont pu ressentir vos proches. Et c'est une belle preuve, en fait, finalement, entre guillemets, de réussite, une preuve de concept, entre guillemets aussi, ce passage dans l'émission. Alors justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, des moyens pour trouver des investisseurs ou pour trouver de l'argent, il y en a. Pourquoi du coup faire ce choix de passer dans cette émission? Quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, vas-y, viens, on va dans l'émission, on va trouver des investisseurs? Bah, déjà, Rissa Paris, du coup, c'est une marque d'upcycling. Donc, nous, on prend des vêtements de seconde main qu'on transforme pour faire des nouvelles pièces qui sont au goût du jour. Donc, c'est déjà un sujet qui est encore niche et encore assez peu connu, en fait, du grand public. Et il nous arrive encore hyper souvent de parler du projet et plein de gens qui nous disent, je sais pas ce que c'est l'upcycling ou c'est quoi l'upcycling, etc. Donc, pour nous, en fait, on a vraiment cette volonté de la démocratiser et de la faire connaître au plus grand nombre. Et quand on a vu passer le casting de l'émission, on s'est dit, ok, c'est une super opportunité pour faire connaître la pratique, pour montrer que ça existe. Et pour, la télé, là, l'émission, c'est 2 millions de téléspectateurs, c'est une visibilité qui est énorme. Et pour nous, c'était de même faire passer nos messages avant tout. C'était vraiment, d'abord, on fait connaître le projet, on fait connaître la démarche, on fait connaître ce que c'est l'upcycling, qu'il y a une vraie solution pour avoir des vêtements qui sont faits en France, qui produisent aucune nouvelle matière. Et c'était ça notre engagement premier. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect financier derrière. Et après, ça reste quand même des démarches qui sont très longues et très compliquées de lever des fonds, d'avoir des financements. Et là, on s'est dit, ok, c'est un moyen en très peu de temps de lever, on lève en un pitch, etc. Et du coup, c'était pour nous une belle opportunité. Ouais. Et puis, c'est des investisseurs qui sont aussi avec une notoriété, donc qui vont pousser cette volonté de faire connaître la marque et la démarche. Donc, pour nous, c'était un peu tout gagnant. Après, on savait forcément que la valo le deal qu'on allait proposer, il allait potentiellement être plus bas que ce qu'on espérait aussi parce que effet télé, effet personnes connues, etc. Mais c'était un peu le jeu, donc on savait un peu dans quoi on s'embarquait. Et alors, comment ça se passe exactement? Enfin, combien de temps ça prend? C'est-à-dire à partir du moment où tu postules et ta préparation, le passage dans l'émission, est-ce que vous pouvez nous détailler? Parce que je sais que les gens ont envie de savoir. Du coup, allez-y, craquez un petit peu tout ça, expliquez-nous comment ça se passe. Déjà, nous, ça a été un peu les montagnes russes. On n'a pas eu un parcours classique. Faut changer. C'est votre marque de fabrique, ça. Non, mais clairement, on fait tous les coups où on dit là, c'est sûr, on va réussir, on loupe, et tous les trucs où on dit on va louper, on réussit. Vraiment, c'est incroyable. On fait rien comme les autres. Mais du coup, là, en gros, on a postulé en ligne, on a fait le casting. Au début, c'était hyper bien parti. Vraiment, ils nous sauçaient, ils nous disaient c'est génial votre projet, M6 adore. Au début, ça a été hyper positif. Ça, c'était en juin dernier, du coup, en juin 2021. Et on a été rappelé hyper vite d'ailleurs. On a postulé, je crois, le lendemain. Non, le soir même. Le soir, on a envoyé la vidéo en gros, moi, j'ai vu le casting le matin je crois sur LinkedIn, un truc comme ça. Je suis arrivée au bureau, j'ai dit à Daph, il y a le casting, c'est le dernier jour de l'émission Qui va être mon associé et tout. Daph, elle connaissait pas trop non plus l'émission, donc elle me dit, ok, bon, si tu veux. Je lui dis, il faut juste qu'on fasse une petite vidéo de 3 minutes. On l'a fait en speed aujourd'hui et tout. Donc, on l'a fait, mais vraiment hyper à l'arrache. On était hyper fatigués, on avait des têtes sur la vidéo, laisse tomber quoi. Et on fait une vidéo, donc on se présente et tout. On la poste la vidéo sur le casting, je crois, vers 16h, 17h. Et je rentre chez moi et à 20h, on reçoit l'appel du casteur qui nous dit énorme. On adore votre projet.
est-ce que tu peux et en fait vu que c'était les derniers jours du casting, il fallait aller hyper vite, donc il nous dit est-ce que vous pouvez pour demain nous déposer des pièces au bureau, est-ce que vous pouvez, il y avait plein de questionnaires à remplir, de documents à envoyer, donc on a fait petite nuit blanche pour tout envoyer, tout déposer, etc. Et le lendemain matin, du coup, ils avaient leur rendez-vous avec M6 pour présenter le projet. Et donc à midi, ils nous rappellent, ils nous disent ouais, ils ont adoré, ils kiffent et tout. C'est plutôt bien parti. Et ça, c'est quand tout se passe bien. Ça, c'est le début. Quand tout se passe bien. Mais nous, on savait, tu te rappelles, nous, on s'emballe. Ouais, on se dit, avec Def, on dit, on s'emballe pas parce qu'on sait que, on connaît. Faut pas s'emballer. C'est peut-être qu'on devrait se méfier. Et au final, je pense que c'est quelques jours, quelques semaines après, on était sortis du casting. C'était en fait, en gros, c'était fin juin, il s'est passé ça. Après, tout le monde est parti en vacances d'été. Et fin août, ils reprenaient, du coup. Et là, fin août, nous, on essayait un peu d'avoir des nouvelles. On dit, bon, alors, hello, vous êtes revenus de vacances, comment ça va et tout. Et là, c'est plus trop le même ton. Enfin, ils sont assez évasifs. Plus trop. Mais non. Enfin, en fait, les casteurs étaient quand même hyper sympas. Hein. Vraiment, ils étaient géniaux. Des amours, des cœurs. D'ailleurs, s'ils entendent ça, on leur fait des gros bisous. Ils étaient incroyables. Ils ont été incroyables. Ouais. Donc, c'était pas du tout eux, mais c'était juste en mode, on sentait que c'était plus aussi enthousiaste qu'au début. En fait, je pense c'est la télé, c'est comme ça, et donc, du coup, je pense qu'il y a eu, peut-être d'autres dossiers qui sont passés devant, machin, j'en sais rien, mais en tout cas, à un moment donné, on était sortis du casting et on est resté un peu comme ça dans le flou pendant, quelques semaines, où on était sortis, on est sortis, machin, et, du jour au lendemain, un lundi, c'est un lundi à midi ou je sais plus, lundi midi, on reçoit un appel de notre casteur et qui nous dit c'est reparti, vous êtes in les filles, tournage mercredi. Non, ils nous disent what le tournage, le vrai tournage. Oui. En fait, ils nous ont pas dit directement, ils nous ont dit vous êtes en gros un peu dans ce qu'ils appellent la liste d'attente. Ah oui, d'abord, on était en liste, on était sorti casting et on était en liste d'attente. Et ils nous en liste d'attente, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être appelé. Oh my God. Ou ne pas appeler. Oui. Ou sortir définitivement, quoi. Sauf que nous, on pouvait pas prévenir l'équipe parce qu'on n'avait pas prévenu l'équipe si jamais ça n'avait pas lieu. Enfin, on voulait pas les mettre sous pression. Du coup, on n'avait rien dit et tout. On dit, on attend. Mais en même temps, on se disait un peu, si jamais ils nous appellent pour demain, c'est un peu chaud quand même. Mais bon, on ne dit rien. Et à midi, ils nous disent ça, et à 14h, ils nous appellent, ils nous disent c'est bon, vous avez une date et vous passez mercredi 8h. Mais attends, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a pas de préparation au niveau du pitch et tout ça, c'est vous toute seule? Nous, on l'a fait en 2 jours. En 1 jour et demi. En gros, avec Daf, on s'est mis en mode warrior. On a eu 1 jour pour tout pour préparer. Donc, on a préparé l'équipe, on a préparé les tenues, on a préparé le défilé, on a préparé la scénographie. Tu dois préparer toute la scène, ta scène, le pitch répété. C'était un truc de ouf. Et c'est là, Sandra, je te dis, c'est là où c'est hyper important d'avoir une équipe du tonnerre, parce que nous, on a vraiment la chance d'avoir une équipe du feu de Dieu. Les filles, on les a prévenues l'après-midi même. Et après, du coup, on chamboule tout notre planning et c'est parti, focus sur l'émission. Allez, on prépare les vêtements, on prépare le défilé, on prépare le pitch, on s'entraîne, la scéno, le machin et tout. Et vraiment, notre équipe, elle a été juste incroyable. J'ai pas de mots pour décrire l'énergie qu'elles ont mis dedans, et du coup franchement, je suis super contente. On est super contente avec Mona qu'elles aient pu défiler pendant notre passage, et ça c'est vraiment une petite récompense de tout ce qu'elles ont fait sur ces 2 jours hyper intenses, quoi. C'était aussi hyper important d'avoir c'est aussi important d'avoir un duo solide dans ces moments-là, parce que hyper stressant, on est hyper fatigué et tu dois prendre plein de décisions hyper vite, et là il faut vraiment être ultra aligné, avoir la même vision pour que ça enchaîne et vraiment on était fatigué, quoi. Je me souviens, le mardi soir avant, on répétait, on était à bout quand on répétait le pitch, on connaissait pas par cœur, on se trompait, on refaisait et tout, et là il faut avoir du sang-froid et connaître son partenaire, parce que tu peux vite péter un câble, quoi.
C'est dingue. Franchement, je suis hallucinée. Je pensais vraiment qu'il y avait genre un coach qui vous préparait. Non, mais tu vois? nous, c'était spécial parce qu'en fait, quand on a parlé avec les autres, enfin, tous les autres, ils ont eu 2 mois pour se préparer, tu vois. Tous les autres, ils savaient qu'en fait, leur date, Incroyable. ils ont eu du temps pour se préparer, ils ont eu 2 semaines pour faire la scéno, aller acheter de la déco et tout, tu vois. Genre, nous, on est arrivés. Mais oui. C'était bam bam, quoi. On n'a pas eu le temps de préparer un truc, quoi. C'était hyper intuitif et c'était vraiment nous en brut, quoi. Incroyable. Et je pense qu'en fait, comment dire, finalement, c'était une sorte d'inconvénient qui s'est tourné à votre avantage, en fait. Ouais, je pense aussi. Parce que dans tous les cas, on est plus forte sur les trucs assez spontanés que sur les trucs très préparés. Ouais. Je pense que... Bah ouais. Ouais. Puis nous, on l'a vu, en fait. Nous, en tant que spectateurs, on a vu cette authenticité... authenticité, enfin, sans filtre, simple, tu vois. Genre, tout était... lisse, ça coulait, c'était hyper bien. En fait, c'est fou parce que donc c'était authentique, mais on avait quand même l'impression que ça avait été préparé et je me suis dit waouh, ils se sont super bien préparés. Alors j'aurais jamais imaginé en fait que c'était un truc super last minute. Non, c'était bien préparé en 2 jours. Oui, c'est bien préparé en 2 jours. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est complètement dingue. En tout cas, encore une fois, bravo à vous deux. Et vous parliez, enfin, je sais plus si c'était Mona ou Daphné, vous parliez tout à l'heure du fait, là, tout de suite, que c'était important d'avoir un bon associé, en plus d'une bonne équipe, bien sûr. Du coup, c'est là où c'est intéressant aussi. Les jurys vous l'ont dit. Ils vous ont dit que vous formiez une belle complémentarité, une belle complicité, ce qui est vrai. C'est vrai qu'on a pu le percevoir à l'écran, même si, bien évidemment, on peut pas totalement savoir comment ça se passe au quotidien, etc. On sait que d'être associé, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, vous avez l'air de bien fonctionner. Du coup, j'ai 2 questions par rapport à ça. Première question, comment vous êtes réparti la gouvernance? Qui fait quoi? Ok, alors du coup, chez Rissab, c'est assez bien réparti, j'ai envie de dire. Mona, elle est sur tous les sujets, développement produit, design, communication et recrutement. Et moi, je vais sur tous les sujets commerciaux, logistique et services, donc B2B. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on est aussi hyper complémentaires sur nos domaines de compétences et ce qu'on aime faire en fait. Par exemple, je sais pas, par exemple, moi j'ai pas forcément la fibre commerciale, alors que Daph elle l'a de ouf et on est hyper complémentaires sur tout ça, et ça on savait pas quand on s'est lancé, quoi. C'est au début on faisait un peu tout ensemble, après on s'est dit ok, toi t'es super forte là-dedans, et on s'est réparti les choses hyper naturellement. Vous avez fait les choses hyper intelligemment. Vous vous êtes fait accompagner ou pas du tout? On s'est fait accompagner un petit peu. On est passé par pas mal de formes d'incubateurs ou de programmes pour start-up, tu vois. On est passé par Station F. On a fait le programme Live for Good qui est vraiment top. On a fait quoi d'autre? Et là, on est actuellement au réseau Entreprendre Paris. Ah oui, c'est vrai. On a un réseau Entreprendre Paris aussi qui est super bien. Donc on a eu pas mal de groupes d'entrepreneurs. On a eu des mentors aussi. Athème, Guy, voilà, on a eu pas mal d'entrepreneurs seniors qui nous ont aidés en fait sur conseiller. Après, on s'est quand même beaucoup débrouillés tous les deux. Bah bien sûr, mais c'est important de dire, vous voyez, ça c'est hyper important de dire aux entrepreneurs qu'il faut se faire accompagner. Enfin pour moi c'est vraiment un must do. C'est super important, comme vous le dites, soit de se faire accompagner par des organismes, soit d'avoir des mentors, mais d'investir. Alors soit c'est gratuit, tant mieux, ou alors d'investir son argent dans des accompagnements. Je pense que c'est super important. Vous parlez de mentors, vous les avez trouvés comment ces mentors plus seniors? Instagram. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire? C'est marrant parce qu'en fait, Athème, du coup, qui est même devenu notre associé après, on l'a rencontré au tout début de l'aventure sur Instagram. En fait, il nous a écrit pour nous dire le concept est cool. Et en fait, lui, il était déjà dans le domaine de la seconde main, du recyclage textile, etc. Il nous a repéré, mais hyper tôt. Genre, ça faisait 2-3 mois, tu vois. On n'avait même pas, je pense, 300, 400 followers sur Insta. Il nous a écrit et en fait, c'est lui qui nous a donné des premières opportunités. Donc, dès qu'on a été déconfinés, parce qu'on a commencé en confinement, nous, en 2020, mars 2020. Et dès qu'on a été déconfinés, on a fait un premier pop-up dans une de ses boutiques partenaires. Donc, il nous a proposé de mettre à disposition sa boutique pour tester le concept. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à taffer ensemble. Ça se passait bien. Il nous a ouvert des portes. Et humainement, il y avait un très bon feeling. Et du coup, quand on a créé officiellement les papiers de la société, il est rentré de manière très minoritaire, mais il est rentré de manière symbolique en fait au capital avec nous. Trop bien.
Trop bien. C'est super. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais 2 questions par rapport à du coup, au fait de trouver le «bon associé» entre guillemets. C'est quoi du coup les clés pour trouver le bon associé et pour gérer une boîte à 2? Moi, je dirais la confiance. Je pense pas que tout le monde soit spécialement fait pour travailler à deux. Je pense pas que ce soit. Enfin, je pense pas que avoir un associé ou pas en avoir, ce soit une règle, enfin fondamentale. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est Oui. plus par rapport à sa propre personnalité. Et en tout cas, pour moi, je pense que la clé, c'est la confiance qu'on peut avoir envers son associé. Je pense que s'il y a pas de confiance, il y a rien. Et peu importe ce qu'on fera, c'est mort, quoi. Je pense, Ouais. ouais, je pense qu'on sous-estime, enfin, au début de l'entrepreneuriat, on sous-estime beaucoup ce que c'est une relation d'associé. Et en fait, une relation d'associé, c'est hyper complexe et vraiment, pour moi, c'est une relation de couple en plus compliquée, enfin, avec encore plus de challenges. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un vrai challenge et c'est important, une super bonne communication. Et c'est important que ce soit une personne avec qui je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est important d'être aussi ami avec la personne, parce que tu partages, en fait, 80% de ton temps avec elle, donc c'est important de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, d'avoir de la bienveillance mutuelle, et, euh, et ouais, je pense qu'il faut vraiment bien choisir son associé parce que faut vraiment quelqu'un que tu peux supporter dans toutes les situations, même les plus compliquées, etc. Ouais. Mais tu vois, pour le coup, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Je pense que pour nous, c'est important d'être amis pour s'associer. Et je pense que pour d'autres personnes, tu vois, je pense que il y aura peut-être d'autres valeurs qui vont primer, tu vois. Je pense que c'est vraiment par rapport à ses valeurs, ses propres valeurs, il faut trouver son associé. Typiquement, si t'as une valeur qui prime chez toi, c'est la rigueur ou je ne sais quoi, eh ben, faut trouver un associé qui porte autant de valeurs à la rigueur. Je pense que c'est vraiment vraiment faire une vraie introspection de soi pour savoir ce qui compte vraiment pour soi. Et si tu veux t'associer, trouver quelqu'un qui partage cette chose-là. Parce que sinon, ça va créer Complètement trop de d'accord. divergences, trop de choses qui vont pas aller, quoi. Je suis totalement alignée avec ce que vous dites toutes les 2. Par rapport à l'introspection, est-ce que vous l'avez fait? Parce que là, du coup, on rejoint tout ce qui est, état d'esprit, mindset et cetera. Est-ce que du coup, vous êtes accompagnés aussi, en ce sens? Est-ce que vous êtes coachés? Est-ce que, vous avez suivi une thérapie? Est-ce que vous pensez que alors est-ce que vous le faites ou est-ce que vous l'avez fait? Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Attention, il y a 3 questions en une. Ah, elles sont géniales tes questions, Sandra. Mais Ah pour le coup, merci! pour le coup, en fait, nous, on n'a pas été vraiment accompagnés sur cette partie-là. Et malgré tout, on a quand même eu la chance avec Mona, à l'école. Donc nous, on était dans ce qu'on te disait tout à l'heure, c'est on a fait une école d'ingénieur assez généraliste. Et pendant nos années d'école, on a eu beaucoup de cours autour du management et du développement personnel. Et on a beaucoup Génial. travaillé sur nous pendant ces années-là, ce qui fait que entre guillemets, je pense qu'on naturellement, toujours entre guillemets, on travaille sur nous et sur nos relations entre guillemets de manière assez naturelle. On se questionne beaucoup, on essaye de comprendre les réactions de l'autre, on essaye de comprendre pourquoi tel agissement de l'autre suscite telle réaction chez nous. Et en fait, c'est ça qui nous fait nous au quotidien, je pense, progresser. On essaye de travailler beaucoup sur la communication, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on a fait il y a quelques semaines maintenant, c'était novembre. Ah oui, le temps passe super vite. Début décembre. début décembre, on a fait un séminaire d'associés où vraiment là, on a travaillé sur la libération de la parole et c'était vraiment, en tout cas, ça a été vraiment un libérateur et deux vraiment profitable à tout le monde et surtout profitable à notre relation d'associés à ce moment-là. Et d'ailleurs, s'il y a des associés qui entendent ça et que vous n'avez pas en tout cas mis ce genre de choses en place, je vous le conseille vivement et ça permet vraiment de repartir sur des bonnes bases. Et de toute façon, comme toutes les relations c'est dynamique, ça évolue, ça change, ça bouge et toujours se rappeler pourquoi on fait ça et se rappeler tout ce qu'on apprécie chez l'autre, ce qu'on apprécie moins, pourquoi mettre des choses en place, c'est hyper important. Bravo, franchement bravo. C'est un séminaire que vous avez organisé vous-même ou auquel vous avez participé?
Non, nous-mêmes. On l'organise nous-mêmes. Ah ouais? Waouh, bravo. Mais de manière générale, on est quand même hyper axé développement personnel avec DAF. Enfin, on en fait beaucoup et on est hyper intéressé par le sujet. Et je pense que ça fait partie de notre mode de fonctionnement d'être tout le temps en introspection et en voilà, vouloir aussi nous se développer personnellement, toujours vouloir être une meilleure personne au quotidien et avoir des bonnes interactions avec les autres. Ça fait vraiment partie de l'ADN de notre ADN, mais aussi de l'ADN de RISAP parce qu'on a construit RISAP comme ça et ça se ressent dans l'équipe. Et après, pour le séminaire, du coup, on l'a organisé nous-mêmes, et parce que pour nous, c'était important de prendre un moment pour nous, de se recadrer, de se recaler sur notre vision, ce qu'on avait vraiment envie de faire. On arrivait un peu dans une phase de l'entreprise où c'était un peu où il y avait pas mal de nœuds, en fait, et on était un peu tous, enfin, on faisait un peu tous la gueule d'être là. Il y avait un peu un truc où voilà, beaucoup de non-dits. En fait, on était tous mal, mais personne osait aborder le sujet. Personne osait dire bah là, est-ce que, enfin, on allait dans une direction où chacun personnellement se projetait pas là-dedans. Et il fallait vraiment libérer la parole pour dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Et en fait, on crée une boîte aussi pour avoir un lifestyle qui nous plaît, pour avoir une vie qui nous plaît, et on n'est pas en fait esclave de notre entreprise. Et à un moment, si ce qu'on fait, ça nous plaît pas, eh ben, on a la responsabilité et on a le pouvoir entre nos mains pour changer ça et recadrer pour aller vers une direction qui nous plaît plus, dans laquelle on sera plus épanoui, dans laquelle personnellement on pourra plus kiffer. Pour nous, on veut kiffer au quotidien. On n'a pas créé une boîte pour souffrir. Ouais. Carrément, c'est hyper important de le dire, d'essayer de préserver son équilibre et de pas être esclave de son business. C'est vrai que, ben, après, bon, hein, l'équilibre, comme vous le dites, c'est aussi une dynamique, hein, comme une relation. Et parfois, on redevient esclave et parfois, voilà, on se rappelle, oh merde, je suis re-esclave, il faut vite que je me reprenne en main et que je remette mon équilibre en place. C'est pas toujours lisse, hein, c'est pas toujours facile, mais clairement, c'est important de le dire. Est-ce que vous pouvez me rappeler, les filles, ce que vous avez obtenu du coup durant l'émission Qui veut être mon associé en termes de déjà qui est votre investisseur qui est rentré, combien vous avez obtenu, et après nous rappeler aussi ce qu'est exactement RISAP et ce que vous proposez à travers RISAP. Oui, alors du coup, pendant l'émission, on a levé auprès de Jean-Pierre Nadir, Delphine André et Éric Larchevêque. Donc on a levé ah oui, voilà. On a levé 100 000 euros. Pardon. T'inquiète. On a levé 100 000 euros contre 21% de notre capital. Oui, c'est là où il y avait une négo un peu, non? Ouais, il y a eu une au niveau du capital. Négo. Ouais, il y a une petite négo parce que c'est pas du tout ce qu'on demandait à l'origine quand on est arrivé. Mais de fil en aiguille de nos échanges, on est tombé d'accord là-dessus. Faut savoir que là, enfin, sur le passage, quand on passe à la télé, il y a que 20 minutes, mais nous, sur le plateau, on reste 1 heure à discuter avec les investisseurs. Donc, waouh, c'est beaucoup d'échanges et voilà. Et donc nous, on est plutôt alignés avec ce qu'on a pu lever auprès de ces 3 entrepreneurs et personnalités. Et voilà. Donc du coup, chez RISAP, ce qu'on fait vraiment, c'est proposer des vêtements upcyclés, mais pas que. En fait, on a vraiment une démarche complète autour de l'upcycling. Et nous, l'idée, c'est certes, on vend le cœur de notre de RISAP, c'est vraiment la marque avec la vente de nos produits. Donc, on récupère des vêtements de seconde main qu'on transforme selon notre direction artistique et qu'on remet à la vente. Mais à côté, on propose aussi des services et d'autres produits qui permettent à tout le monde de faire de l'upcycling chez soi. Donc c'est pour ça qu'on a développé la toute première box upcycling DIY. L'idée de la box est hyper simple, c'est que dans la box, tu as tous les éléments qui te permettent chez toi de créer ta propre pièce upcycling. Donc dans la box, on te met des chutes de vêtements, un patron, des instructions, du fil, ta petite étiquette RISAP, etc. Et tu montes ton bob ou ta banane ou ton petit sac baguette, etc. Et à côté, on propose aussi des ateliers en présentiel où là vraiment tu viens comme t'es, un peu comme chez McDo. Super. C'est ce que je dis tout le temps aussi. Et tu montes avec nous, pareil, un bob, une chemise, trop bien, ou une banane, un petit sac, une pochette d'ordi, etc. Et ça, c'est des choses qu'on propose aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et c'est pour ça qu'on a fait énormément d'ateliers avec des marques comme Levi's ou Lacoste. On a fait des ateliers aussi avec Maison 123 du groupe Etam. Voilà, on a fait aussi des ateliers pour des entreprises qui n'ont rien à voir, comme le groupe Electrolux. Vraiment, tout un tas de choses. On fait aussi des ateliers pour des événements influenceurs. Vraiment, l'idée de cette partie-là, c'est vraiment démocratiser la pratique et se dire que voilà,
À partir du moment où tu as un vêtement chez toi et que tu le mets plus, sa vie n'est pas finie. Tu peux en faire quelque chose d'autre et lui redonner un second souffle, lui redonner une nouvelle vie. Il peut repartir dans un nouveau cycle. Et on est d'accord qu'on peut aussi acheter chez vous le vêtement tout fait. Complètement. C'est vraiment le cœur de la marque. Tu peux acheter, tu vas sur notre site, donc risap-paris.com. Tu as toute notre offre sur le site, donc tu as les vêtements. Nous, on propose vraiment tout, que ce soit les hauts, le bas et accessoires. Tu peux t'habiller en full Risap si tu le veux. Avec, trop bien. Forcément, il y a une grosse identité de jeans. Tout à fait. C'est un peu notre marque de fabrique, mais tu peux avoir un total look hyper stylé. Et avant que vous passiez dans l'émission, en fait, quand je vous ai vu passer, ça m'a fait tilt parce que j'avais déjà vu un post venant de vous. Alors, je sais pas si c'était sur LinkedIn, Instagram, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. En fait, vous racontiez l'histoire du jean à paillettes, qui n'était pas forcément la pièce que vous aimiez le plus, mais vous avez compris qu'il fallait apprendre à créer et à vendre pour vos clientes et non pas pour vous. Et j'ai trouvé que la leçon était super. Ouais. Est-ce que je me plante ou pas? Non, c'est ça. C'est complètement ça. Non, c'est complètement ça. C'est toujours une histoire qui nous fait rire parce que du coup, c'est moi qui développe les produits et du coup dans le post je racontais que les équipes n'étaient pas toujours en accord avec ce que je proposais, mais en l'occurrence la vraie histoire, c'est que quand j'ai proposé ce produit, en fait Daph elle a pas du tout aimé le Agatha au début. Donc, les équipes c'était dur. Protégé, c'était moi en fait. C'est moi j'étais là. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe chez Risap? Elle a dit j'aime pas du tout et tout. C'est quoi cette idée de paillettes? Ah, énorme. Mais au final ce produit est devenu le best-seller de Risap. Bah oui, c'est ça, c'est J'aime ouf. bien maintenant. Moi j'aime bien les produits qui se vendent. Hein. Et maintenant elle le porte. C'est ça le pire. Et je l'aime Mais bien. non, mais moi je trouve que c'est super de rester transparente sur l'histoire, c'est ok quoi, c'est la vraie vie en fait, on est dans la vraie vie Bah et oui, c'est cool de le complètement. dire. Enfin, c'est ultra ok quoi. Et c'est vrai que ce jean, moi tu m'aurais dit au début, vas-y porte un jean avec des paillettes sur le côté et tout. Au début je t'aurais dit non, je ne peux pas, c'était pas possible. Et en fait c'est fou, mais à force de voir ce jean, je sais pas, je le trouve cool quoi. Enfin, il y a vraiment un truc, ouais, c'est ça, il est vraiment cool. C'est comme une chanson d'Aya Nakamura, je suis désolée, mais toutes les premières chansons d'Aya Nakamura, la première écoute, on est là, mais c'est quoi ce chantier? Et puis on les écoute, puis on est fan, tu sais, on danse dessus comme des fous. Et ben c'est exactement la même chose avec les jeans Agatha. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à la fin, on est complètement fan. Et je sais de quoi je parle, je fais partie de ses plus grands haters. Du jean. C'est énorme. C'est énorme. Oui, du jean. Hein, Du jean. Oui, c'est précisé. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Donc, le fait de lever ces fonds, qu'est-ce que ça a ou qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement? Nous, en tout cas, ça va nous permettre de vraiment de structurer encore plus la boîte, travailler vraiment sur toute la partie industrialisation de l'upcycling. C'est un vrai sujet chez Risap. Toutes nos pièces, on les fait aujourd'hui un peu de manière artisanale. Donc, on coupe à la main, on monte, etc. à la machine. Mais l'idée, c'est vraiment de passer sur des processus un peu plus industriels et travailler forcément sur la marge de nos produits, produire plus et pour plus de personnes. Et ça, c'est vraiment la première étape avec la levée. Ok, trop bien. J'ai entendu que vous disiez que vous achetiez les vêtements de seconde main et vous pouvez pas, ou je sais pas, peut-être que c'est trop compliqué de les trouver gratuitement. Du coup, les gens ne peuvent pas vous envoyer les vêtements qu'ils ne portent plus, par exemple. Pour le moment, non, parce que du coup, on va acheter des matières qui sont assez spécifiques. Donc, on va vraiment acheter des catégories de produits. Donc, par exemple, tu vois, on achète que du jean qui est 100% coton, qui est brut. Donc, on a encore des catégories qui sont assez spécifiques. Et du coup, c'est encore compliqué de prendre les vêtements de tout le monde et pas trier, etc. Donc, pour le moment, c'est pas encore possible, mais on aimerait bien travailler sur un modèle où on pourrait récupérer certaines catégories de vêtements auprès des particuliers directement. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet autour de ça, une réflexion qui peut être plus poussée et hyper intéressante de trouver le moyen de récupérer les fringues des gens. Enfin, Après, je comprends qu'il faut quand même trouver des beaux tissus, des belles pièces pour délivrer ensuite des vêtements qui sont bien, quoi. bien créés et bien en forme. Génial. Oui. Non, j'acquiesce. Je suis tellement d'accord avec toi, Sandra, que...
Génial. Et du coup, donc les 3 investisseurs qui maintenant font partie, ont intégré RISAP, est-ce que vous avez, comment ça se passe? Vous avez la possibilité de les solliciter assez régulièrement? À quel point est-ce qu'ils sont présents? À quel point vous pouvez bosser avec eux, brainstormer avec eux? Comment ça se passe? Et du coup, les 3 ont des personnalités très différentes et des engagements un peu différents vis-à-vis de nous. Pour le moment, on a été très en contact avec Jean-Pierre Nadir. Donc Jean-Pierre Nadir, ça va être la personne qui va être le plus entre guillemets disponible, tu vois. C'est celui où on a son on va pouvoir l'appeler dès qu'on a une question. Il va être hyper réactif. Il va, tu vois, on va faire un live avec lui la semaine prochaine sur Insta. Il va vraiment chercher. Trop bien. C'est pas mercredi, là? Ah non, c'est cette semaine. Pardon. J'ai peu de notion des jours avec. Et donc cette Ouais, semaine... je comprends, vous inquiétez pas. Cette semaine avec Jean-Pierre, on va faire un live. Donc lui, il est vraiment, tu vois, pas notre dispo, mais avec un contact facile. C'est votre mentor. Ouais, des voilà, 3. plus un rôle de mentor. Ensuite, Eric, ça va être, on va plus échanger vraiment très taf, tu vois. Donc on va se faire des mails, on va parler vraiment des sujets qui vont être sur la partie production industrielle. Donc ça va être très technique et très carré. Et après Delphine, on gère avec elle toute la partie plus administrative, législation. Ouais. En gros, en récap, Jean-Pierre, il est vraiment avec nous sur un accompagnement, je dirais, plus de proximité, sur un peu de manière large. Avec Eric, comme on a dit dans l'émission, on va travailler vraiment beaucoup plus sur la partie technique, sur la partie industrialisation. Et avec Delphine, on est vraiment sur des aspects beaucoup plus administratifs autour de la levée, etc. Ok, super clair. Très bien. Parfait, les filles. Est-ce que vous êtes fiers de vous? C'est important de le dire. Oui, bah... Non, c'est dur à dire. On a du mal dans cette boîte à comment on dit, à célébrer. C'est une catastrophe. Ah, mais il faut se célébrer. Et les petits succès comme les gros. Hein. Ouais, bah du coup, nous, on a plus tendance... En fait, on est on est assez exigeante et on veut tellement... toujours aller plus loin, etc., qu'on voit toujours la partie négative, un peu la partie négative ou la partie où est-ce qu'on peut s'améliorer au lieu de voir où est-ce qu'on a réussi. Et c'est pas forcément bien, mais on doit taffer dessus. Genre là, par exemple, on n'a pas du tout célébré. Enfin, si on a fait le soir même de la diffusion, on a regardé avec nos proches, etc., la diffusion. Mais après, on n'a pas trop célébré le passage, quoi. On a du mal à célébrer beaucoup. Je prends ma responsabilité sur le sujet parce que je suis celle qui célèbre le moins. Moi, je suis beaucoup dans l'après. C'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est bien, ok, maintenant on fait quoi, tu vois. Je suis déjà là dans l'après-mission. Qu'est-ce qu'on va faire Overachiever. Voilà, quoi. Je suis toujours dans l'après. C'est très compliqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose... ça s'apprend, hein. Donc, j'essaie d'apprendre à célébrer petit à petit. Ouais, je pense que, en fait, les deux côtés sont bons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'on a rencontré un succès, ça c'est une évidence. Par contre, je pense qu'il faut se préserver. Il y a tellement d'entrepreneurs et de salariés d'ailleurs qui font des burn-out. Moi, je suis passée par là. Et je sais qu'on n'est jamais très loin du burn-out quand on est entrepreneur. Ça peut vraiment parfois aller très très vite. Et c'est pour ça que c'est important de se préserver, de fêter ses petits succès, de préserver son équilibre de vie. Parce qu'en fait, votre énergie, c'est l'énergie de l'entreprise. Donc si cette énergie, elle disparaît, il n'y a plus rien. C'est clair. Voilà, juste un petit topo là-dessus. Ouais. Donc, préservez-vous, les filles. Ouais. C'est important. Mais ça, en tout cas, maintenant, on se le dit souvent, en plus, on se dit que RISAP, ça repose sur nous, sinon on va pas bien, on ne va pas bien. Donc, on en a totalement conscience. Hein, mais il y a toujours ce gap-là entre la théorie qu'on connaît, on va dire, entre guillemets, et complètement. Vraiment les actions, le vrai, et c'est le réel, et c'est toujours compliqué d'aligner le tout à chaque fois, mais c'est vrai. Mais c'est clair que si on regarde 3 ans en arrière, on est fiers de nous, on a fait un parcours de ouf, on est partis vraiment toutes les deux on savait pas grand-chose, et on a tout construit, et aujourd'hui, tout ce qu'on a bâti, quand tu regardes en arrière, c'est vraiment ouf, et on est fiers de nous quand même. Ouais, on est fiers de nous. Bon, c'est bien, je suis contente de vous l'entendre dire. Merci les filles, en tout cas, ce n'est pas encore terminé, je vous libère dans quelques minutes. En tout cas, c'était un vrai régal de papoter avec vous, j'aurais pu papoter des heures, clairement. Il y a 3 questions rituelles à la fin du podcast des locomotives. Du coup, vous êtes 2, donc à chaque fois, il y aura 2 réponses. Première question, c'était quoi votre rêve de petite fille ?
Moi, mon rêve de petite fille, c'était de devenir styliste. Ah, donc il y a de l'idée déjà. Ouais, dans le thème, ouais. Ah ouais, complètement. Et ben moi, rien à voir, je rêvais d'être médecin. Eh bien, ouais, pour la planète, du coup. Tu es médecin pour la planète. Oui, médecin pour la planète. Un petit peu. Pour le coup, j'ai tenté et j'ai raté médecine, donc j'ai aucun regret. Ah ben voilà, très bien. C'est parfait, il faut mieux pas avoir de regret. C'est parfait. Voilà, très bien. Au moins, affaire réglée. Forme de médecine. Est-ce que vous avez un mantra ou peut-être une phrase qui vous guide dans la vie? Sky is the limit. Ah d'accord, ok, elles ont déjà la phrase, quoi. On l'a, ouais, c'est juste vraiment ce qui nous anime dans notre quotidien d'entrepreneur, c'est vraiment de se dire que il y a pas de limite quand on veut quelque chose profondément et qu'on est aligné avec cette chose-là, il faut qu'on y aille à fond et qu'on aille le chercher, que ça prenne plus de temps ou vraiment que ce soit plus ou moins difficile pour les gens entre guillemets, il faut juste le vouloir et y aller, quoi. Peu importe d'où tu viens, peu importe, tout, je dirais toutes tes origines, que ce soit sociale, machin et compagnie, ton âge, ton genre, si t'as vraiment envie d'un truc, faut que tu ailles le chercher. Trop bien. En tout cas, elle est canon cette phrase. Et c'était cool que vous le disiez en même temps. Petit effet plus. Parfait. Dernière question, les filles, pour vous, et la plus difficile, attention. C'est quoi pour vous être la locomotive de sa vie? Pour moi, c'est prendre la responsabilité de son épanouissement et de son bonheur et se dire que vraiment on est responsable et qu'on est notre propre locomotive. Donc, il faut juste se donner les moyens et se dire qu'on peut tout faire si on s'en donne les moyens. Ouais. Donc, vraiment se dire qu'on est responsable de tout ça. Bravo. Ouais. C'est trop drôle parce que tous les matins sur Instagram, sur mon compte perso, je mets des petites phrases. Et la phrase de ce matin, c'était quelque chose qui disait que tu es responsable de ton bonheur. Et tu peux pas tu peux pas laisser les autres être responsables de ton propre bonheur. Et je pense que je dirais que être sa locomotive, c'est vraiment avoir conscience que son bonheur ne dépend que de soi-même, que aller bien entre guillemets, ça ne dépend que de soi-même, que c'est nous qui choisissons entre guillemets, je mets tout ça entre guillemets, mais de rester dans des situations qui nous conviennent pas. Et c'est notre responsabilité de prendre soin de soi, de se mettre dans des conditions et de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien. Et donc, être sa propre locomotive, c'est être responsable de son bonheur. Ouais, se créer la vie de ses rêves. Chapeau, mais les filles, je vais vous recruter pour les locomotives en tant que coach, clairement. Parce que tous les mots que vous avez utilisés, donc être responsable de son bonheur, de sa vie, créer la vie de ses rêves, c'est vraiment des choses que c'est ce qui incarne un petit peu les locomotives, donc c'est très très drôle de vous les entendre dire. Mais en tout cas, 100% aligné avec ce que vous dites. Parfait les filles, j'adore. Eh ben, c'était franchement, je le redis, un vrai plaisir de vous avoir au micro des locomotives. Merci infiniment pour votre temps et pour votre authenticité. Je vous souhaite évidemment que du succès et surtout du bonheur, les filles. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Sandra. Bravo à toi aussi pour ce que tu fais et merci d'être venue à nous. On est hyper contente et puis on espère que ce podcast pourra inspirer d'autres personnes à devenir des locomotives de leur vie. Oh yeah. Merci beaucoup, les filles. Bonne continuation. Merci, à toi aussi. À bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.